Donc, effectivement, ça c'est pas le livre de Ludwig von Mises, c'est un livre que j'ai édité, donc j'étais le directeur de la publication il y a à peine 9 mois, à l'occasion du centenaire de la théorie de la monnaie et des moyens de circulation. Donc tel est le titre exact de la traduction. Hein, théorie de la monnaie et des moyens de circulation. Donc, première publication en 1912, et donc en 2012, on avait sorti ce livre-là, issu d'une conférence qu'on avait organisée à Auburn, donc au Business Institute aux États-Unis. Et il y a dans ce groupe ici, donc 3 auteurs de ce célèbre ouvrage standard maintenant qui va conquérir les bibliothèques de toutes les universités. Et en effet, j'ai vérifié, il est présent pas mal. Donc il y a Renaud Filleul, professeur de sociologie à l'université de Lille. Et voilà. Et il y a, attendez, il y a Nicolas Gartchev. Nicolas, il est déjà disparu. Mais il était là, il est là. Yeah. Voilà, Nicolas. Donc il y avait une bonne présence française dans cette équipe qui a créé cet ouvrage. Donc pourquoi célébrer ce centenaire? Parce que quand même, on ne crée pas un ouvrage pour le centenaire de n'importe quel ouvrage. Donc c'est effectivement un ouvrage très très important, surtout dans l'histoire de l'école autrichienne, mais en général, ou plus généralement également, dans l'histoire de la pensée économique et surtout la pensée monétaire. Et la pensée monétaire est au centre des grands conflits politiques relatifs à la politique économique, au moins depuis 50 ans. Aujourd'hui, nous le vivons avec la crise financière, qui ne veut pas disparaître chaque année. On en avait rigolé tout à l'heure à la table. Chaque année, on nous a rassuré. Ah oui, maintenant la crise est terminée. Hein. Allez-y, faites comme d'habitude. Et rien ne se passe. Donc l'année prochaine, on dit encore la même chose. Donc, elle ne veut pas partir. Et donc les banques centrales, ils jouent un rôle central. Les banques centrales soutiennent les banques commerciales, soutiennent les marchés financiers, soutiennent surtout les gouvernements, ce qui crée des conflits au sein de l'Eurogroupe hein, et de l'Union européenne plus largement, parce qu'évidemment, on a ici un problème pas prévu dans l'orthodoxie donc non autrichienne de la politique monétaire, à savoir que la Banque centrale prend parti dans le financement direct, ou plus ou moins direct, des gouvernements. Donc prend parti pour tel et tel gouvernement, donc au coût, aux frais des autres utilisateurs de la monnaie. Donc ce sont les conflits que nous connaissons aujourd'hui, et ces conflits existaient un petit peu déjà depuis le 19e siècle. Une des raisons pour laquelle ces conflits ne sont pas partis, pour lesquelles les crises reviennent toujours, on a toujours en fait... il ne faut pas s'imaginer qu'on puisse par l'introduction d'une bonne théorie, mettons celle de Mises, on résout tous les problèmes pour tous les temps. Évidemment, ceci n'est pas possible. Hein. Mais ce qui donne à penser, c'est qu'on revit toujours le même type de problème. Vous lisez les auteurs du 19e siècle, les économistes qui décrivent donc les crises financières du temps, et à l'époque, il y avait à peu près tous les 10 ans, il y avait une crise. Toujours le même phénomène, hein, toujours les banques qui deviennent illiquides, toujours donc le gouvernement, l'État qui est appelé à leur rescousse, etc. Il y a des débats, il y a des banqueroutes finalement, tout le monde se dispute, etc. Et puis on recommence, et 10 ans plus tard, on est à nouveau là où on était parti. Donc pourquoi cet état de fait? Mises donne une réponse, donc dans son ouvrage publié il y a 100 ans, une réponse qui est à contre-pied avec la sagesse prévalente dans son temps et avec la sagesse encore prévalente aujourd'hui. Donc je voudrais un petit peu parler donc, de cette sagesse prévalente et de la signification de Mises, surtout de sa pensée monétaire, dans l'histoire des idées et dans notre histoire politique contemporaine. Alors, une petite mise en perspective. Qu'est-ce que fait l'école autrichienne, donc, qui apparaît avec Karl Menger en 1871, lorsqu'il publie ses principes d'économie politique? L'école autrichienne corrige
des théories des économistes classiques. C'est important de garder ça à l'esprit. L'école autrichienne corrige ces théories et n'y met pas un édifice complètement différent à leur place. Bien au contraire, tous les économistes autrichiens, à partir de Karl Menger, à travers Böhm-Bawerk, Ludwig von Mises, avec la seule exception peut-être de Murray Rothbard, ont fait l'éloge des économistes classiques et surtout de Adam Smith. Donc les Autrichiens ne veulent pas y substituer par un coup révolutionnaire de la pensée quelque chose de complètement inouï, etc. Mais ils veulent créer quelque chose de plus solide. Hein? Donc ils s'insèrent dans la logique du progrès scientifique. Parce qu'en science, on est quand même des êtres humains, donc on est imparfait, on se trompe, c'est-à-dire dans mon cas précis, tous les autres se trompent, et moi, évidemment, c'est différent. Hein? Donc on commence, on procède toujours pas à pas, il y a toujours une petite correction ici et ça, et finalement ça donne des résultats parfois impressionnants, hein, si on regarde après le coup. Donc quelle était donc la grande performance de Adam Smith, qui était sa contribution à l'histoire des idées. Donc lui, il avait créé une synthèse également donc, des éléments théoriques qui préexistaient, donc il ne les a pas inventés, il a réparé ici et là, et surtout donc il avait expliqué qu'une économie de marché pourrait fonctionner non pas plus précisément, donc la création de richesse ne se fait pas en fonction des dépenses monétaires, mais en fonction de la division du travail et de l'accumulation du capital. Donc Smith dit donc les facteurs monétaires, le niveau des dépenses, la masse monétaire, le niveau des prix, tout ça n'a rien à voir avec la création de richesse. C'était inouï dans cette radicalité à son temps, comme c'est un peu inouï aujourd'hui, hein, parce que ça va à l'encontre de la sagesse également de notre temps. D'où l'importance d'Adam Smith, d'où l'importance des Autrichiens qui solidifient ce message. Et le solidifie en réparant les éléments de l'argumentaire des économistes classiques, donc notamment Adam Smith, qui sont défectueux, ou qui étaient défectueux. Quels sont ces éléments? Donc, il y a notamment la théorie des prix. C'est quelque chose, donc un élément théorique qui a une importance directe pour la théorie monétaire. Donc Adam Smith pensait que les prix de marché résultaient des coûts de production des marchandises. Karl Menger explique non, les prix de marché résultent des choix des consommateurs. Et tous les prix, à partir des prix des biens de consommation jusqu'au prix des petits ressorts qu'on intègre dans les machines, c'est-à-dire jusqu'au prix des biens de production, des outils, résultent finalement de ces choix des consommateurs, donc des valeurs des consommateurs. Eugen von Böhm-Bawerk, lui aussi, solidifie le message classique en intégrant l'élément du temps dans l'analyse économique, dans l'analyse de l'épargne et du capital. Donc selon Adam Smith avait raisonné comme si, voilà, si l'épargne double, en gros, on double toutes les activités. Il y a 2 fois plus de coupe de cheveux et 2 fois plus de nappes, etc. Évidemment, ça ne se passe pas comme ça, hein, nous le savons. Donc dans la réalité, il y a donc saturation de certains marchés. Donc ce qu'on fait, donc on crée effectivement, parfois on crée des quantités plus grandes, mais très souvent, donc on fait autre chose. On crée des produits qu'on n'avait pas créés auparavant, auxquels on n'avait même pas pensé auparavant, et surtout on crée des produits de meilleure qualité. Et ceci passe donc par un processus de production étalé dans le temps. Et qui fait que donc beaucoup plus de ressources sont absorbées dans la création des moyens de production que dans la création finalement de biens de consommation. Finalement, donc Ludwig von Mises complète ce révisionnisme de la théorie classique et de la reconstruction de la théorie classique sur la base de la théorie de la valeur subjective développée par Karl Menger. Mises est le premier économiste dans l'histoire de la pensée qui construit une théorie de la monnaie basée sur ce rocher des valeurs donc, subjectives, en passant par les prix de la monnaie, et finalement parvient donc à discuter, à élucider les grands problèmes monétaires et financiers de son temps. Ça c'est son rôle. Et dans sa conception, donc, il renforce le message
classique. Et il clarifie les débats qui étaient restés en suspens tout au travers du 19e siècle et qui avaient fait que, donc voilà, on ne pouvait pas se débarrasser toujours du même type de crise qui est toujours réapparu parce qu'on n'avait pas compris exactement ce qui se passait. En effet, bon, alors maintenant, est-ce qu'on a un petit peu de temps 3 minutes? Parce que là, c'est un élément un peu plus technique. J'ai peut-être 2 verres de vin de trop, mais bon, je vais essayer. Hein. Je vais essayer. Donc, la pensée monétaire, donc Adam Smith, il n'avait quasiment pas parlé de la monnaie. Le grand théoricien de la monnaie parmi les économistes classiques est Ricardo. C'est même très difficile de savoir ce que Smith pensait sur tel et tel aspect, mais grosso modo, telle semblait être son opinion. Donc la monnaie est sans importance pour la création de richesse. Ça, d'accord. Puis Smith semblait avoir entretenu l'hypothèse suivante, à savoir que la demande de monnaie est quelque chose d'objectivement donné et défini notamment par les coûts de production de la monnaie, à savoir par le pouvoir d'achat de la monnaie. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est la demande de monnaie, c'est donc une espèce d'ancrage des échanges monétaires. Donc ça veut dire la chose suivante, c'est donc une implication forte. Si on crée plus de monnaie que ce qui correspond à cette demande de monnaie, il est impossible de placer ces montants dans la circulation. Les gens vont rejeter cet argent. Hein, il va être retourné à son émetteur, hein, ou il va être exporté. Cet argent va être exporté. D'accord. Ça, c'était l'opinion d'Adam Smith, et c'est pour cela qu'il avait recommandé également de substituer du papier-monnaie à la place de l'or. Pas complètement, mais dans une large mesure. Parce qu'il on va créer un peu de papier, donc des billets, etc. Et ces billets vont donc être absorbés par la circulation jusqu'à ce qu'on atteigne la limite absolue définie par la demande de monnaie. Et puis, donc, il ne faut pas se soucier, donc, on ne crée pas d'inflation. Il a fallu 2 grands débats monétaires dans le 19e siècle pour se débarrasser de cette erreur. Il y a le premier débat est connu sous le nom du Bullion Debate. Telle était donc la grande question au centre du débat monétaire du 19e siècle, un débat dans lequel se confrontaient 2 écoles de pensée. L'une était la Banking School et l'autre était la Currency School. Et la Banking School disait la chose suivante: Adam Smith avait raison. Donc c'est pas possible d'émettre pour les banques commerciales, d'émettre plus de monnaie que ce qui correspond à la demande des participants au marché. Donc tout le reste va renflouer aux banques commerciales qui en émettent trop. Et la conséquence de ces émissions des banques commerciales, même si elle est fractionnaire, et en particulier lorsqu'elle est fractionnaire, c'est que l'offre de monnaie, la masse monétaire devient flexible. Et elle s'ajuste automatiquement à la demande de monnaie. Et de cette manière, on peut éviter les oscillations du niveau des prix. Et les oscillations du niveau des prix, comme tout le monde le sait, vont de pair, sont un signe des crises économiques ou du cycle conjoncturel. Hein. Dans la phase de la hausse, donc du boom, les prix augmentent. Dans la phase de crise, il y a une baisse des prix. Donc les banques commerciales qui créent une monnaie avec une quantité flexible peuvent éviter les cycles économiques. Tel était leur argument. Donc non seulement c'est bon et légitime, etc., mais c'est même très utile d'un point de vue global pour une économie d'avoir des banques à réserve fractionnaires. À leur rencontre, la Currency School disait non, donc Adam Smith s'est trompé. Et il existe en effet un rapport mécanique entre la masse monétaire et le niveau des prix. Les banques peuvent émettre plus de monnaie, parce que c'est leur ressort, ils peuvent simplement choisir d'émettre plus de monnaie, et ceci crée invariablement une augmentation du niveau des prix qui correspondent. En plus, cette émission sans couverture affaiblit les banques deviennent illiquides. Elles s'exposent à un risque de faillite parce qu'elles peuvent être dans la situation de ne pas pouvoir rembourser tous les billets qui sont présentés pour conversion en or. Voilà. Donc tel était le débat au XIXe siècle. Donc il y a des éléments de vérité et d'erreur des 2 côtés,
Mises crée une synthèse basée donc, en développant donc, cette solution sur la base de l'effice de Karl Menger, et il arrive grosso modo à la réponse suivante. Donc il dit, la Currency School a tort, il n'y a pas un rapport mécanique entre la masse monétaire d'un côté et le niveau des prix de l'autre côté. De plus, la Currency School avait tort dans la mesure où elle faisait une distinction radicale entre les billets d'un côté et les comptes bancaires, donc la monnaie scripturale de l'autre côté. Mais la Currency School avait entièrement raison dans sa réflexion sur les crises qui résultent de la création de monnaies bancaires sans couverture. Et la Banking School avait entièrement tort sur cette question, parce qu'elle tombait dans le même piège dans lequel était déjà tombé Adam Smith, à savoir, elle pensait que la demande de monnaie est quelque chose d'absolu, hein, comme une espèce de vitesse de la lumière, hein, l'encre du système monétaire, qui n'est pas le cas. Donc Mises recommande, voilà, hein, il renforce donc le message classique. Il n'est pas nécessaire d'augmenter la masse monétaire pour renforcer la création de richesse. Bien au contraire, si cette création de masse monétaire se fait à travers la création monétaire par les banques non couvertes, et encore plus si cette création monétaire se fait par une monnaie fiduciaire qui n'est couverte de rien du tout, hein, comme la nôtre que nous avons aujourd'hui, hein, nous créons donc un environnement idéal pour l'éclatement des crises. Et voilà, donc telle est effectivement l'expérience du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Donc l'expérience n'est pas contraire à ce que nous enseigne Mises, elle renforce, vérifie, si vous voulez, le message misésien. Et précisément parce que ce message est développé sur une base scientifique saine, mettons au moins plausible, intéressante, et va à l'encontre de ce qu'on nous enseigne aujourd'hui et à l'encontre de ce qu'on pratique avec des résultats catastrophiques, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil approfondi sur Mises, même 100 ans plus tard. Donc je vous souhaite bon courage et beaucoup de plaisir pendant les 2 jours qui suivent. Merci.